On va accueillir Sandrine Marlin, donc qui est généticienne ici à Necker, qui s'occupe du centre de référence des surdités d'origine génétique et qui va nous parler donc de l'atteinte auditive dans le syndrome d'Alport et des nouveautés qui sont liées à cette question. Merci Sandrine. Merci de m'avoir invitée. Donc, j'ai compris, il ne faut pas trop toucher à la souris. Donc, effectivement, comme dit Laurence, je ne suis pas du tout spécialiste du syndrome d'Alport. Je suis généticienne clinicienne spécialisée dans les surdités. Et dans les surdités, il y a 10% de surdités génétiques, dont le syndrome d'Alport. Donc, en fait, ce qui se passe dans le syndrome d'Alport, c'est une atteinte de l'oreille interne qui touche à la fois la cochlée, qui est responsable de l'audition, et le vestibule, on en reparlera, qui est responsable de l'équilibre. Donc, si on regarde un peu plus, en fait, les collagènes 4 dans l'oreille interne, ils sont localisés au niveau de deux structures. Je ne sais pas si j'ai un... Voilà. Qui sont deux membranes, principalement la membrane basilaire qui est sous les cellules sensorielles, qu'on appelle les cellules ciliées internes, et aussi dans une membrane qui recouvre ces cellules, qui s'appelle la membrane tectoriale. Donc, ça sert à quoi ces membranes? En fait, le son est une vibration, ça va mettre en vibration l'air. L'air va arriver via votre conduit auditif. Si je reprends la diapo d'avant, voilà, donc ça arrive par là. Conduit auditif, ça fait vibrer le tympan, tout ça c'est bien mécanique, ça fait vibrer trois petits os qui sont les osselets, et le dernier osselet qui s'appelle l'étrier, est en lien avec les liquides qui sont dans l'oreille interne. Et donc, à l'intérieur de cette cochlée, vous avez donc des rampes qui sont pleines de liquide et qui sont tapissées à cet endroit-là de cellules, dont ces cellules sensorielles, qui sont celles qui vont, quand elles vont être mises en mouvement, fabriquer un influx nerveux qui va partir dans le nerf auditif, puis après des relais pour arriver jusqu'au cerveau. Donc en fait, ce sont ces cellules qui sont souvent touchées par les surdités précoces ou génétiques ou non dues à des infections, et qui sont en petit nombre et qu'on appelle les cellules ciliées internes. Pour la mise en mouvement de ces cellules ciliées internes, il est indispensable que les membranes qui sont sous ces cellules et sur ces cellules soient cohérentes et font bouger ces cellules de façon homogène. Et en fait, on a un système très particulier dans l'oreille interne qui s'appelle la tonotopie, c'est-à-dire qu'à la base de la cochlée, du colimaçon, et à l'apex, ces cellules ne vont pas vibrer selon les mêmes fréquences. C'est-à-dire qu'en bas, ces cellules vont coder les sons aigus et en haut, elles vont coder les sons graves. Donc, en fait, et la membrane tectoriale, qui est là, et la membrane basilaire permettent une cohésion de l'ensemble de ces cellules et leur mise en mouvement quand il va y avoir une vibration sonore qui va arriver dans l'oreille interne. Donc, évidemment, les collagènes 4 qui sont dans la membrane basilaire et la membrane tectoriale, quand ils sont de mauvaise qualité ou quand ils n'existent pas, ces membranes vont donc être moins resserrées. Il va y avoir même, on a vu sur des autopsies qu'en fait, les patients qui avaient un syndrome d'Alport avaient un décollement de la membrane basilaire des cellules, et donc, ça va entraîner une surdité. Et donc, on va reparler de cette surdité. Donc, cette surdité, elle est comment? C'est donc une surdité de perception, elle est bilatérale et en général, elle est symétrique. Elle n'est jamais congénitale. Donc, en fait, un enfant qui naît dans une famille de syndrome d'Alport avec une surdité pour lequel le dépistage à la maternité qui existe maintenant depuis 2014, tous les enfants sont testés à 2 jours de vie avec des méthodes de dépistage, ce ne sont pas du diagnostic, qui s'appellent les auto-émissions acoustiques ou les PEA automatisés. S'il y a une anomalie, ce n'est pas lié au syndrome d'Alport. Donc, il va falloir aller chercher autre chose. Et ça, c'est super important parce que les surdités, ce n'est pas rare. C'est un enfant sur 700 et donc il y a beaucoup de formes génétiques différentes. Donc, même si on est dans une famille où il y a des cas de syndrome d'Alport, la surdité congénitale, il faut aller chercher autre chose.
Et en fonction du gène touché du syndrome d'Alport, d'un des 3 gènes, et de la variation pathogène, on va avoir une surdité qui apparaît entre la première et la 2e décennie, entre 5 et 20 ans. C'est évolutif, lentement évolutif en général, il n'y a pas des paliers d'évolution, et ça touche très souvent les fréquences très aiguës, c'est-à-dire à la base de la cochlée, où là, le collagène va faire que ça va, qui n'est pas présent ou anormal, va faire que la membrane basilaire va se décoller. Et il se trouve qu'il y a très peu aussi d'études sur l'aspect équilibre de l'oreille interne. Il faut vous dire que cet organe est souvent très, très méconnu et très laissé de côté par les ORL même. Et donc, quand on fait des tests vestibulaires aux patients qui ont un syndrome d'Alport, ils ont, dans la grande majorité, quand ils ont une surdité, des troubles vestibulaires, mais qui ne sont pas toujours cliniquement repérables, pas forcément avec une instabilité, pas forcément avec des crises de vertige, mais il y a très, très, très peu de papiers, donc ça vaudrait le coup d'aller plus investiguer ça. Il n'y a pas de malformation de l'os qui contient la cochlée qui s'appelle le rocher. Et par contre, les patients disent très souvent qu'au fur et à mesure que l'audition baisse, il y a des acouphènes, c'est-à-dire ces sifflements, ces bourdonnements, ces bruits bizarres qu'ils ont dans les oreilles. La fréquence de la surdité, elle dépend du gène, elle dépend du sexe quand c'est lié à l'X. C'est beaucoup plus fréquent chez les garçons quand c'est lié à l'X, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% des patients qui ont été investigués et suivis au long terme à 15 ans qui ont une surdité quand c'est COL4A5 qui est impliqué. Et beaucoup moins de femmes, par exemple, à peu près 10 à 15% à 40 ans, alors que dans les formes récessives, c'est à peu près 65% à 20 ans. Dans les formes dominantes, il y a très, très peu de papiers et c'est probablement très tardif. Il n'y a pas vraiment de parallèle entre la sévérité de l'atteinte rénale et de l'atteinte cochléaire. Mais par contre, en fonction du type de variation, je pense comme l'atteinte rénale, il y a une influence sur la sévérité et la précocité de l'atteinte auditive. Alors, les circonstances de diagnostic de cette surdité, je vous ai dit, ça ne doit pas être le dépistage néonatal. On peut la trouver quand on fait des examens systématiques. Donc, on peut commencer avant 2 ans quand on sait qu'un enfant est potentiellement atteint d'un syndrome d'Alport ou qu'il l'est, puis tous les 3 ans. Et sinon, ça peut être sur signe d'appel lors de retard de parole, retard de langage, défaut de prononciation, difficultés scolaires. Mais il faut savoir que nous, moi, dans ma pratique, il m'est déjà arrivé, alors ce n'est pas fréquent, mais ça arrive, de dépister des syndromes d'Alport avec une surdité qui était là avant le dépistage de la pathologie rénale, et en particulier chez des femmes ou des filles porteuses ou dans des formes récessives ou dominantes, où là, la surdité peut être le premier signe. Donc, des fois, il nous arrive de trouver un variant dans ces gènes alors qu'on cherche la cause de la surdité. Voilà. Et puis c'est tout pour les circonstances de diagnostic. Alors, qu'est-ce que les outils de diagnostic, c'est des outils d'audiométrie classique, c'est-à-dire qu'on va faire une audiométrie dans un centre de référence pédiatrique pour un enfant, chez un ORL de ville éventuellement pour un adulte, et on va faire des examens à la fois objectifs et subjectifs pour avoir le niveau d'audition et pouvoir appareiller correctement. Donc aujourd'hui, la prise en charge, c'est un appareillage classique avec un contour d'oreille, comme vous avez l'habitude de le voir, qui est de plus en plus petit, c'est encore plus petit que ça maintenant. Dans la plupart des cas, parce qu'il est très très rare que la surdité soit profonde, mais ça arrive de temps en temps. Et quand un adulte a une surdité profonde, ou sévère, limite profonde, et qui n'a plus d'efficacité réelle de son appareillage, on peut mettre un implant cochléaire qui va faire artificiellement ce que les cellules ciliées internes font naturellement, c'est-à-dire changer un phénomène mécanique en phénomène électrique. Il faut absolument faire un bilan orthophonique chez les enfants et éventuellement chez des adultes s'ils ont des problèmes, en particulier de compréhension dans le bruit.
Il faut préserver ces oreilles qui sont à risque de tous les problèmes qui peuvent entraîner des surdités dans la vie, et c'est de pire en pire. Donc, on est de plus en plus dans un milieu très bruyant. Il y a de plus en plus d'utilisation de casques avec des choses très miniaturisées qui arrivent directement au niveau du tympan et qui entraînent beaucoup de traumatismes sonores. Donc, il faut une bonne hygiène auditive. Et aujourd'hui, comme disait Bertrand, il y a quand même eu très peu d'essais cliniques qui ont regardé l'efficacité sur l'audition. Alors parce que c'est beaucoup de thérapeutiques qui ont une visée sur l'effet néphrologique de l'absence ou de l'anomalie de ces collagènes. Il y a eu celui dont tu parlais, mais franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et même dans les essais plus à base de génétique, on s'intéresse extrêmement peu à l'aspect sensoriel, la surdité, mais aussi on pourrait parler de l'aspect visuel du syndrome d'Alport. En ce qui concerne les thérapies géniques dans la surdité, ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup d'essais de phase préclinique chez la souris qui montrent une bonne efficacité. Et ça sera sûrement des voies pour des surdités comme celle de l'Alport, qui sont des surdités qui ne sont pas profondes à la naissance, pour lesquelles les cellules sont tout à fait en bonne forme dès le départ et pour lesquelles on a une fenêtre thérapeutique pour pouvoir arrêter l'apparition ou la dégradation de l'audition. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine. Je suis en train de perdre ma voix. Je vois qu'il y a des questions brûlantes. Merci beaucoup, Sandrine. On est ravis que tu sois là parce que c'est un peu le parent pauvre pour nous. C'est très, très spécialisé. Et finalement, c'est quelque chose dont les patients se plaignent beaucoup plus que leur insuffisance rénale, la protéinurie, ce avec quoi on les emmerde à chaque fois en consultation. Mais la surdité est bien sûr beaucoup plus handicapante, notamment chez ces jeunes en période scolaire ou professionnelle ou musiciens, comme j'ai vu. Alors, ce qu'on voit parfois, c'est ce que tu peux nous dire, mais vraiment pour des béotiens comme nous. Si. Le seuil déjà pathologie, quand on voit moins 20 décibels chez quelqu'un qui a 40 ans, est-ce que c'est anormal? Parce que des fois, on voit des audiogrammes comme ça. J'essaie de les regarder un peu. De principe, donc en fait, on vous fait écouter des sons dans un casque et on relève sur plusieurs fréquences le seuil où vous n'entendez plus. En fait, la norme, c'est au-dessus de 20 décibels. Alors, c'est sûr que quand on a 70 ans, avoir une petite perte sur les fréquences aiguës, ce n'est pas très grave, mais globalement, on doit avoir une audition globale au-dessus de 20 décibels. Et finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à dépister tôt sur les fréquences élevées supraconversationnelles vers les, je sais pas, 4000, 5000 Hz? Il n'y a pas de mesures thérapeutiques qui vont être prises en dehors de la protection Voilà, des et il va oreilles. y avoir une mesure de protection, ce qui est déjà important, parce que c'est là que les traumatismes sonores vont faire leur effet, c'est dans les fréquences aiguës. Donc, les jeunes qui écoutent beaucoup avec des écouteurs de plus en plus performants, c'est un vrai problème même de société. Hein. Donc, ça, c'est un vrai souci. Voilà, donc, j'avais une question rapide, si je peux, Laurence, sur la thérapie génique. J'avais vu passer des choses, mais tu nous disais qu'il y avait des approches, j'imagine qu'on peut délivrer localement des virus porteurs de transgènes d'intérêt, mais tu as vu passer des choses spécifiquement dans l'Alport avec le collagène? Non, je n'ai pas vu justement dans l'Alport. J'ai cherché, je n'ai pas vu. Et dans mes connaissances à moi… l'atteinte de l'organe de Corti à travers la voie on pourrait oculaire, tout à fait. Ça a été fait déjà dans les on commence, il y a des premiers essais. Nous, on va commencer un essai sur une surdité profonde de l'enfant d'ici 2 ans. Voilà. Et ça commence à venir des essais de phase 1 ou 2 chez des patients pour différents gènes dans le monde, mais pas vu sur l'Alport. Merci en tout cas infiniment de ton topo. De rien. Merci. Et les oligos, on a des arguments pour penser qu'ils pourraient… Moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà, d'y aller ou de ne pas atteindre leur cible. Après, il faut voir comment on les administre, il faut voir comment il faut tester la cible, mais sinon, l'efficacité, si ça arrive dans les bonnes cellules, il n'y a pas… Je pense que ça devrait marcher, surtout qu'on a cette phase
d'interaction, d'action où il n'y a pas encore d'atteinte de la membrane basilaire. J'ai une dernière petite question. On a vu passer un ou deux papiers sur Colcatra 6 et sur Dité qui m'ont laissé très perplexe. Ouais, moi aussi, ça me laisse Je voulais avoir ton avis là-dessus. Ça me laisse très perplexe. Nous, on n'en a jamais trouvé. En plus, les papiers étaient dits avoir une malformation de l'oreille interne. Nous, on a des patients qui ont des délétions avec l'atteinte rénale, mais qui ont une surdité des fois, mais qui n'ont pas cette malformation. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à regarder. Mais le papier originel, j'y crois de moins en moins. Okay. Merci beaucoup, Sandrine.